Merci beaucoup. Donc, la thématique de cette soirée de biologie clinique est la biologie clinique en voyage. Et donc, pourquoi on s'est posé cette question de choisir cette thématique-ci? C'était d'abord, progressivement, on se rapproche des vacances. Et donc, au départ, on se disait qu'on allait faire des séminaires sur la médecine du voyageur, le diagnostic des parasitoses intestinales, et puis ou de la malaria. Puis on s'est dit, mais en fait, c'est quand même beaucoup plus large que cela. Et donc, en fait, la biologie clinique peut être confrontée aux maladies des voyageurs. Alors, on a la problématique de l'antibiorésistance que l'on connaît, mais on s'est dit, sous l'initiative de Sigi van der Wenga, que ce serait peut-être bien de voir en détail une problématique que des voyageurs et des voyageurs en situation de précarité, comme par exemple les migrants ou la crise en Ukraine que l'on connaît, pouvaient entraîner dans notre réalité quotidienne. Et donc, c'est pour ça que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vinciane Cizer, qui est responsable de la FARES, qui va nous parler d'épidémiologie de la tuberculose en Belgique et l'impact de la crise ukrainienne. Ensuite, Sigi van der Wenga va nous parler des apports du laboratoire dans la prise en charge clinique des patients suspects de tuberculose multirésistance. Et donc, qu'est-ce que l'on fait ici au sein du LHUB dans le cadre de la prise en charge de ces patients tuberculeux? Ensuite, la biologie clinique part en voyage, c'est aussi à quoi contribue le LHUB dans l'amélioration des capacités de laboratoire dans d'autres pays, dans des pays du Sud. Et donc, nous aurons le plaisir d'écouter Nguyen Bích Tao, qui est doctorante au Vietnam et qui travaille sur les parasitoses transmises par les poissons. Et donc, elle vous parlera de la contribution du laboratoire dans le contrôle de ces parasitoses. Et puis, en fin de séminaire, nous aurons l'occasion d'écouter Emmanuel Bouchat, qui est pédiatre à Goma, qui vous parlera de la surveillance de la résistance aux antibiotiques au Nord Kivu. Et Sigi van der Wenga, qui nous fait le plaisir de modérer cette session, fera également quelques mots de conclusion. Et donc, Sigi, je te laisse la parole pour introduire Madame Cizer, et ensuite, Madame Cizer pourra nous présenter ses dias. Et avant de conclure, je remercie l'ensemble des sponsors qui soutiennent les activités scientifiques du LHUB et également les activités de recherche. Sigi? Ton micro est coupé, Sigi. Oui, mes excuses. C'est de nouveau coupé. Désolé. Donc, bonjour à tous. Je vous présente Vinciane Cizer, médecin responsable de la FARES, ou Fonds d'affections respiratoires. Merci. Merci. Alors, je vais tenter de partager ma présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui. Oui, c'est parfait. Oui. Très bien, alors je commence. Alors, bonsoir à tous. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité à cette soirée scientifique. Et je vais vous parler donc en peu de mots de l'épidémiologie de la tuberculose et l'impact de la crise ukrainienne jusqu'à présent. Attendez, là j'essaye de passer à la suivante et je n'y arrive pas. Ok. Ah voilà. Donc tout d'abord quelques mots de l'épidémiologie dans le monde. Chaque année, on a encore plus de 10 millions de cas, de nouveaux cas de tuberculose qui apparaissent chaque année. Ça entraîne un taux de mortalité de 1,6 million de décès dus à la tuberculose. Donc c'est en fait la maladie infectieuse la plus mortelle, en tout cas pour le moment. Il y a 2 ans, c'était le Covid, mais maintenant c'est de nouveau la tuberculose.
Et on comptabilise plus ou moins 450 000 nouveaux cas de tuberculose MDR, tout en sachant que comme le diagnostic n'est pas disponible partout, c'est probablement un chiffre bel et bien sous-estimé. Et l'OMS considère également qu'environ un tiers de la population mondiale est infectée. Alors dire qu'être infecté ne veut pas dire nécessairement malade et ne veut pas dire nécessairement qu'on va développer la maladie, mais donc un tiers de la population mondiale a été contaminé par le Mycobacterium tuberculosis. Et donc vous voyez que sur la carte que la tuberculose se concentre donc essentiellement en Afrique subsaharienne et dans l'Asie du Sud. En Europe, donc ça, ce sont les données de l'ECDC. Donc on voit que toute l'Europe de l'Ouest, à part le Portugal, ce sont des pays dits à faible incidence, c'est-à-dire que l'incidence est inférieure à 10 pour 100 000. C'est bien le cas de la Belgique. Donc en fait, l'Europe représente le plus faible paquet de cas de tuberculose. Par contre, c'est là qu'on trouve le plus de cas de tuberculose MDR, qui, eux, se concentrent surtout dans les pays de l'ex-Union soviétique. Donc, on considère que l'incidence globale dans l'ensemble de la région euro est dans l'Union européenne est de 7,3 pour 100 000, alors qu'elle est de 25 pour 100 000 si on comptabilise toute la région euro. Partout en Europe, comme en Belgique, on a observé une très importante diminution de l'incidence entre 2019 et 2020. Et bien sûr, cette diminution de l'incidence est à interpréter avec prudence puisque c'est la crise du Covid qui est passée par là. Donc ici, on montre tous les pays... Pardon ? Pardon ? Donc, ceci est un graphe qu'a développé le CDC pour montrer tous les pays de l'Union européenne avec une incidence inférieure à 10 pour 100 000. Donc, comme vous le savez, la plupart des pays ont adhéré à l'objectif mondial d'éradiquer la tuberculose et donc on espère voir des effets des politiques de prévention de la tuberculose par une diminution de l'incidence. Alors ce graphe est peu représentatif puisqu'on voit le contraste entre 2016 et 2020. 2020 qui est justement l'année du Covid. Donc en Belgique, jusqu'à présent, les différences entre le point plus foncé et le point plus clair étaient très faibles. Par contre, en 2020, on a observé une forte diminution de l'incidence et c'est pour ça qu'on voit une belle différence. Mais vous voyez qu'en Serbie, par exemple, ils ont eu une diminution spectaculaire qui, elle, est liée à une diminution qui apparaît chaque année, plus probablement la crise du Covid. Je ne sais pas si c'était très clair. Voilà. Alors ici, c'est l'incidence annuelle en Belgique et on voit l'évolution. Donc vous voyez que la barre jaune qui indique le moment où on est passé à un état de pays à faible incidence, c'était dans les environs de 2007 avec juste un petit pic en 2010. On voit que la courbe orange, elle, ce sont ce à quoi on s'attendait en termes de diminution pour pouvoir atteindre les objectifs d'éradication de la tuberculose. Mais la réalité, c'est qu'au début, dans les années 90, on suivait bien cette courbe orange, mais que la décroissance de l'incidence de la tuberculose a commencé à ralentir. Et donc, on voit qu'en 2019, on avait encore une incidence en Belgique de 8,5 pour 100 000 habitants, donc supérieure à la moyenne de ce qu'on observe dans les autres pays de l'Union européenne. Puis, en 2020, on a une chute brutale à 7,2 pour 100 000. Mais donc là, on pense qu'il y a eu un problème de sous-déclaration et de sous-diagnostic puisque les services de santé se concentraient sur la crise du Covid. Et en 2021, on observe une légère reprise avec une incidence de 7,6 pour 100 000, qui reste cependant inférieure à l'incidence de 2019. Ici, on montre l'évolution des incidences par région.
Donc les courbes orange et grises sont les courbes des régions wallonnes et flamandes. Et là, on voit que les incidences diminuent donc lentement, mais sûrement, avec en Flandre une incidence qui en 2021 n'était plus que de 5 et quelques pour 100 000. En Wallonie, la tendance était la même qu'en Flandre, mais il y a eu une forte reprise post-Covid et donc elle est remontée à 7,2, donc pour rejoindre une incidence de 2015. Et à Bruxelles, par contre, l'incidence est beaucoup plus élevée. Elle était régulièrement proche de 30 pour 100 000, avec une chute brutale de nouveau pendant le Covid et une lente reprise. Mais néanmoins, l'incidence à Bruxelles reste 4 à 5 fois supérieure à celle des autres régions. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez normal dans nos pays à faible incidence, c'est que la tuberculose se concentre dans les grandes villes. Et Bruxelles est une région qui se définit à une seule grande ville. Donc ici, on voit l'évolution en termes de chiffres et vous voyez donc la Wallonie, effectivement, donc ça a remonté à 7,2 pour 100 000, mais ça reste quand même nettement inférieur à 10 pour 100 000. Donc la Flandre et la Wallonie sont à faible incidence, alors que Bruxelles est quand même à incidence relativement élevée. Donc ici, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement la tuberculose se concentre dans les grandes villes. Donc normalement, c'est Bruxelles qui est le leader en termes d'incidence. En 2021, par contre, Liège a dépassé Bruxelles. Est-ce qu'il y a eu un phénomène de rattrapage post-Covid? C'est possible. Donc à Liège, on a observé 24 pour 100 000 l'année passée. Et vous voyez que les autres grandes villes sont Anvers, où l'incidence est aussi très élevée, et Charleroi. Donc si on prend l'incidence moyenne de l'ensemble des villes de plus de 100 000 habitants, elle est de 18,7 pour 100 000 versus 4,3 dans les plus petites entités. Donc on voit que la densité de la population, mais aussi probablement les publics qui vivent dans les villes, influencent fortement l'incidence de la tuberculose dans nos pays. Donc les facteurs qui contribuent aux hautes incidences dans les villes occidentales, c'est la concentration des immigrants qui proviennent des pays à forte prévalence. Il y a aussi beaucoup plus de sans-abri, avec parfois des mini-épidémies entre eux. Il y a plus de personnes avec des problèmes d'addiction ou de santé mentale, une plus forte densité de population. Et c'est aussi dans les grandes villes qu'on a des poches de personnes à faible niveau socio-économique qui fait aussi le lit de la tuberculose. Et donc ça, c'est juste c'est une vieille étude qui date de 2014, mais donc ce phénomène de risque ratio en termes d'incidence de la tuberculose de la capitale par rapport à l'incidence nationale est toujours donc varie entre 3, voire entre 3 et 2. Donc vous voyez qu'en 2021, le risque ratio pour Bruxelles par rapport à l'incidence nationale était encore de 3. Alors, qu'est-ce qui caractérise la tuberculose dans nos pays? C'est qu'on voit que progressivement, la proportion de personnes qui sont qui sont nées dans un pays, dans un autre pays, augmente petit à petit. Donc, en 1991, il y avait encore 18% d'étrangers parmi les cas de tuberculose enregistrés en Belgique. En 2021, on est à 63% de personnes de nationalité étrangère parmi les cas de tuberculose en Belgique. Donc, ce sont effectivement donc, les flux migratoires qui influencent fortement l'incidence de la tuberculose dans notre pays. Si on compare les incidences entre les étrangers et les Belges, on voit que chez les étrangers, elles s'élèvent pratiquement à 40 pour 100 000 habitants. Toutefois, si on retire les personnes qui sont en situation irrégulière et les demandeurs de protection internationale qui, eux, ne sont pas inclus dans les dénominateurs de la population belge, elle descend à 29 pour 100 000, mais elle reste donc, même chez des personnes qui sont nées ailleurs mais qui sont résidents en Belgique, elle reste quand même nettement plus élevée que chez les Belges où elle n'est que de 3,2. Donc il y a pratiquement un ratio de 10.
Et quand on regarde le pays des naissances, en fait, parmi les cas de tuberculose, 76,2% viennent de pays à forte prévalence de la tuberculose. Alors, si on regarde la distribution donc des pays dans le pays, en fait, il y en a beaucoup moins à Bruxelles parce que, en général, les DPI sont envoyés dans les centres d'accueil dans les régions. Par contre, si on regarde les personnes en situation irrégulière, sans papier, on voit qu'elles se concentrent surtout à Bruxelles, ce qui explique aussi en grande partie le fait que l'incidence soit plus élevée à Bruxelles. Et voilà, ça, ce sont juste les courbes qui montrent les évolutions de l'incidence chez les Belges, et vous voyez qu'elle diminue bien. Par contre, chez les non-belges, eh bien, on observe bien sûr des variations qui dépendent des flux migratoires. Alors, quelques mots sur la tuberculose MDR. Donc, je reviens juste sur la définition. Donc, la tuberculose multirésistante. Donc, vous savez que le traitement de la tuberculose comprend 4 antibiotiques, en tout cas la tuberculose sensible, et qu'on doit prendre pendant 2 mois, puis encore 2 antibiotiques pendant 4 mois en phase de continuation, que les 2 médicaments les plus importants sont l'isoniazide et la rifampicine qui ont une bonne action bactéricide, donc qui sont très importants dans le traitement de la tuberculose. Et on parle de tuberculose multirésistante quand on a une résistance à la fois à l'isoniazide et à la rifampicine au moins. Et alors il y a les autres formes aussi qui sont la pré-ultra-résistante, voire la ultra-résistante, et donc selon les nouvelles définitions de l'OMS, on a une ultra-résistance quand on est non seulement multirésistant, mais qu'en plus on a une résistance à une des fluoroquinolones, qui est un médicament de seconde ligne, et on a une ultra-résistance lorsque on a la combinaison de résistance isoniazide, rifampicine, fluoroquinoline, et au moins une des autres molécules du groupe A, bédaquiline ou linésolide. Et donc les molécules du groupe A qui sont font partie pour les secondes lignes sont vraiment les molécules les plus importantes pour traiter la tuberculose multirésistante. Alors ici, ce sont les nouveaux cas que l'on a chaque année en Belgique. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup en termes de chiffres absolus, donc ça varie entre, dans le meilleur des cas, 4 à 19. Donc en général, on est aux alentours de 10 cas de multirésistante et ils représentent maximum 2% de l'ensemble des patients enregistrés en Belgique. En 2022, on a eu 15 cas spécifiquement. Donc, vous voyez que en termes de pourcentage de tuberculose multirésistante en début de traitement en 2021, donc cette carte représente le risque de multirésistance. On voit qu'en France, on n'a pas les données, mais en Belgique, le risque est très faible, moins de 2%. C'est ce que je vous ai montré juste précédemment. Par contre, dans les pays de l'Est, il y a eu de forts problèmes de multirésistance. Donc en Russie, la prévalence de multirésistance est supérieure à 30%. Et en Ukraine, elle est assez élevée également. Et je vais venir là-dessus maintenant. Donc, quelques données par rapport à l'Ukraine. Donc, l'incidence de la tuberculose est estimée à 70 pour 100 000. Toutefois, il y a une sous-déclaration des cas, puisque en 2020, il y a eu une petite vingtaine de mille de cas déclarés, alors qu'on s'attendait à 32 000 cas. Et parmi ces patients, il y en avait 4 257 qui étaient MDR ou seulement résistants à la rifampicine, ainsi que 1172 cas de tuberculose ultra-résistante. Donc la prévalence de la tuberculose MDR en Ukraine est extrêmement élevée, elle est de l'ordre de 30%. Alors, quand la guerre a éclaté, il y a eu pas mal, beaucoup de personnes se préoccupaient effectivement de l'impact que pourrait avoir un afflux de réfugiés d'Ukraine en termes d'épidémiologie de la tuberculose. Il y a donc eu de nombreuses réunions tant au fédéral qu'au régional. Vu que c'est une activité de prévention, les compétences sont régionales. Donc en fait, alors que le CDC recommandait de détecter les cas du tuberculose de manière passive, c'est-à-dire compter sur le système de soins, puisque les réfugiés ukrainiens auraient de toute façon accès aux soins de santé,
Donc le CDC avait recommandé de faire juste une détection passive. Et donc en Belgique, chaque région a décidé de faire un peu ce qu'elle veut. Alors c'est ainsi que la région flamande a désiré faire un dépistage systématique par radiologie, puisqu'ils disent si tous les demandeurs de protection internationale ont une radio systématique à l'entrée, on veut faire la même chose pour les Ukrainiens. En région wallonne, ils ont décidé de simplement sensibiliser les médecins généralistes au dépistage et sensibiliser les Ukrainiens à aller consulter un médecin généraliste pour un premier check médical qui se concentrerait essentiellement sur le statut vaccinal et les symptômes de la tuberculose. Et en région Bruxelles-Capitale, ils ont décidé de faire la même chose et en plus, ils ont ouvert un centre, le Bruxelles Health Orientation Center, qui se trouvait à Pacheco. Et donc voilà les résultats qui ont été produits fin 2022. Donc globalement, il y avait plus ou moins 40 000 Ukrainiens en région flamande, plus ou moins 13 000 à Bruxelles et plus ou moins 13 000 en Wallonie. En région flamande, ils ont donc décidé de faire la radio systématique. Ils ont eu un taux de couverture extrêmement faible. Ils ont fait environ 5 000 radios sur 22 000 éligibles. Mais ils ont quand même trouvé 10 nouveaux cas. Et parmi ces 10 nouveaux cas, 6 d'entre eux étaient en fait asymptomatiques. Donc ils ont été découverts grâce à la radio. En région Bruxelles-Capitale, il y a eu 1205 visiteurs dans le centre des références médicales, mais aucun suspect de tuberculose. Mais globalement, il y a eu 5 cas de tuberculose parmi les Ukrainiens déclarés dans la région. Et en région wallonne, on ne sait pas du tout comment a été réalisé le check-up. On pense qu'il n'y en a pratiquement pas eu. Et 0 cas de tuberculose ont été détectés sur toute l'année 2022. Alors, évidemment, face à ces résultats, le Risk Assessment Group a fait des recommandations qu'il est quand même nécessaire de faire un screening à l'entrée. Et donc, les régions et le fédéral se sont réunis pour organiser ce qu'ils appellent le Zorgpunt. Donc, c'est un centre médical qui est situé au point d'arrivée à la gare du Midi. C'est là où les réfugiés ukrainiens doivent aller s'enregistrer à l'Office des étrangers. Et l'opérateur, c'est la Croix-Rouge. C'est financé par les 3 régions et le fédéral. Et le check médical doit porter sur le statut vaccinal et la tuberculose. Et donc, ce point médical a fait une petite convention avec un centre de radiologie qui se trouve à proximité de la gare du Midi. Et donc, il se fait que... attendez, là, je reviens à... En fait, il semble que ça ne fonctionne pas très bien parce que maintenant, le public qui arrive à la gare du Midi, c'est un public assez différent de ce qu'on a vu l'année passée. Ce sont maintenant surtout des personnes qui viennent de la partie est de l'Ukraine et qui ont d'autres problèmes à faire qu'à s'occuper de leur santé. Donc, en fait, le Zorgpunt ne fonctionne pas très bien non plus et on a bientôt une réunion pour voir qu'est-ce qu'il va falloir faire dans ce cas-là. Mais ici, je voulais juste vous montrer donc, les résultats d'une étude de résistance qui a été effectuée par l'OMS en Ukraine pour voir un petit peu quelle serait la meilleure stratégie de dépistage de la résistance chez les patients ukrainiens en termes de drug sensitivity, d'antibiogramme. Et donc, ils ont vu qu'il y avait parmi les nouveaux cas, 25% qui sont au moins résistants à la rifampicine, et parmi eux, seulement 0,6% sont monorésistants à la rifampicine. Donc, ça veut dire que si on détecte une résistance à la rifampicine avec le gene expert dont Siggy va vous parler plus tard, on peut assumer qu'ils sont MDR et on peut commencer un traitement MDR empirique. Alors, pourquoi je dis ça? C'est assez important de savoir qu'on a accès à ce gene expert qui est un test PCR et qui donne un résultat très rapidement. Parce que si on doit faire un antibiogramme sur milieu de culture, ça prend quand même 3 à 4 semaines, voire plus. Donc les défis par rapport aux Ukrainiens, c'est qu'il y a un enlisement du conflit. Donc je pense qu'il va y avoir encore pas mal d'arrivées chaque jour. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Il y a encore 100 nouvelles demandes chaque jour. Le dépistage actif ne fonctionne pas aux Zorgpunt. Globalement, depuis la crise ukrainienne, on a eu sur tous les cas de tuberculose 23 cas d'origine ukrainienne et dont 5 avaient une résistance à la rifampicine.
et la capacité d'accueil en Belgique diminue, donc on risque aussi de voir apparaître une augmentation de la précarité parmi les réfugiés ukrainiens. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas ce que je dois faire pour arrêter le partage. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Vinciane, c'était très clair, je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas de questions du tout? Oui, j'en vois une. Olivier? Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Et j'avais comme question par rapport à la prise en charge des patients MDR. Je sais qu'ici au CHU Saint-Pierre, il y a un centre de long séjour pour les patients MDR et XDR. Est-ce que de telles initiatives existent à d'autres endroits en Belgique ou on concentre l'ensemble des patients ici au CHU Saint-Pierre? Alors, en fait, Vous êtes sûr? Oui, vous m'entendez? Donc, cette unité de long séjour, effectivement, avait été conçue pour le traitement des patients MDR. C'est quelque chose qui est en discussion depuis plus de 10 ans. Et en fait, il s'est avéré que les patients MDR, finalement, n'ont pas vraiment besoin d'être suivis dans une unité fermée. Et donc maintenant, elle est utilisée surtout pour les patients qui ont de très, très gros problèmes de compliance parce qu'ils ont d'autres... soit ils sont dans la rue, ou alors ils ont des problèmes d'addiction, etc. Et donc c'est très difficile. Et en fait, cette unité de long séjour n'est pas utilisée pour les MDR. Alors, elle est divisée en deux. D'un côté, il y a 6 lits, de l'autre côté, il y a 4 lits. Et on se dit que s'il y a un patient MDR qui a vraiment besoin d'être dans cette unité, alors la partie de 4 lits sera réservée pour lui. Mais donc,